cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le lundi 5 mai 2025. Vous êtes sur ESAE Télévision. C'est votre émission de décryptage de l'actualité internationale. Le monde en 52 minutes. Le Togo, le Sahel, la liberté de la presse, l'Inde et le Pakistan s'invitent cet après-midi au débat. Pour en parler, j'ai avec moi Martial Akwete, analyste géopolitique. Bonsoir Martial. Bonsoir Tatiana et bonsoir Joël. Également avec nous, Joël Ataï-Guédegbe, expert en gouvernance. Bonsoir Joël. Bonsoir Tatiana, bonsoir Martial et bonsoir à vos téléspectateurs. Voilà, je l'ai dit, Togo, Faure Gnassingbé, désormais président du Conseil des ministres de 1, de 2, de 3, de 4 et de 5 depuis le 3 mai 2025. Le Togo est ancré dans la 5e République martiale. Ah oui, évidemment, c'est l'événement qu'on attendait pour définitivement clore cette page malgré les critiques qui sont venues de part et d'autre. Et bien là, cela a eu lieu. Faure prend officiellement les rênes du gouvernement togolais. Maintenant, on attend de voir comment est-ce que cette 5e République va fonctionner. Est-ce qu'il y aura des changements majeurs dans la gouvernance, dans la gestion des affaires du pays? Bien, c'est tout cela qu'il faudra évaluer maintenant. Nous sommes qu'au début. Espérons que l'avantage ou l'initiative prise par les autorités togolaises puisse réellement porter ses fruits comme ceux-ci sont en train de l'espérer. Alors justement, nous sommes tous en train de l'espérer. Alors en tant qu'expert en gouvernance et autres, dites-moi un peu Joël, est-ce que vous avez compris ou même vous avez vu arriver ce nouveau schéma togolais? Bon, oui, je l'ai vu arriver un peu comme tout observateur de la vie politique africaine et togolaise notamment. Je ne parlais même pas du constitutionnalisme africain qui est à l'œuvre, mais c'est les régimes monolithiques qui se réinventent. Et bon, la trouvaille est intéressante, mais la ficelle est grosse parce qu'on parle de Faure Gnassingbé comme président du Conseil. Des ministres. Des ministres, oui. Et bientôt, on dira... bon, pour autant, on ne parle même pas de ce qui aurait pu être l'événement, c'est-à-dire la prestation de serment d'un nouveau président de la République, M. Sanvi. Donc, on voit bien que la ficelle est trop grosse et que ça ne prend pas. Et on n'a fait que déplacer le curseur et M. Faure est toujours en place. Et après 20 ans et 4 mandats à sa guise, il nous convie à le voir à l'œuvre, toujours présent, toujours égal à lui-même, et dans la droite ligne de la dynastie Gnassingbé depuis 1963, et première, deuxième ou 5e République. Voilà. Le système reste à peu près le même. Alors, dans cette 5e République, Faure Gnassingbé est désormais le président du Conseil des ministres et il conserve tout le pouvoir exécutif. Justement, il est le président du Conseil des ministres, ce qui ne change en rien l'exercice de ses fonctions dans la 4e République. Ce n'est qu'une transposition de ses fonctions vers le nouveau titre président du Conseil des ministres. La question se posait depuis de savoir que nous nous rapprochons bien sûr de la fin d'un mandat
quelle serait la suite réservée à la gestion au Togo. Et puis de là, je pense que le régime a très bien pensé le système ou le moyen de pouvoir non seulement mettre dans l'esprit de la communauté internationale et des Togolais que maintenant le pouvoir sera conservé par la famille Yansigwe, mais dans un cadre très réglementaire. Et ce cadre très réglementaire, c'est que tant que le parti uni reste majoritaire, eh bien son chef est le chef du gouvernement et conserve tous les pouvoirs nécessaires. Je pense que cela a été très bien pensé et ça n'a pas été fait du jour au lendemain. C'est un travail qui a été suffisamment ficelé. Maintenant, la question est de savoir comment est-ce que les opposants ou les Togolais eux-mêmes pensent qu'il faut organiser ce système. Parce que malgré tout, il y a une ouverture. À partir du moment où un parti arrive à avoir cette majorité, je pense que l'équilibre va changer. Maintenant, c'est comment est-ce que les autres arrivent à s'organiser pour avoir suffisamment le nombre de voix nécessaires au Parlement pour pouvoir changer l'équilibre. Voilà. Oui, cela, c'est vraiment, vraiment serré. C'est vraiment serré, Joël. Alors, rien n'a serré, rien n'a changé. Joël, certains estiment que oui, que désormais le Togo est une démocratie parlementaire. Alors, et à côté de ça, ils accompagnent le mot que... Pardon. Certains... Alors, certains estiment que désormais le Togo est une démocratie parlementaire, mais ils se posent la question de savoir est-ce que c'est une démocratie parlementaire à l'Israël, comme au Royaume-Uni, ou alors c'est une démocratie parlementaire à la togolaise? Manifestement à la togolaise. Il vaut mieux prendre les choses comme ça. J'ai parlé de l'ingénierie des dictatures, des régimes monolithistes. Voilà, ils essayent de donner le change par là, mais le pouvoir reste conservé par la machinerie de l'UNIR, l'ancien RPT et de la famille Yassingbe. Et on ne nous a rien annoncé s'agissant du code électoral, des règles de dévolution du pouvoir lui-même. Et donc tant que ça n'a pas changé, tant que au fond, dans certaines circonscriptions, moins d'électeurs donnent plus de sièges de députés. Et comme par enchantement, ce sont toujours les régions favorables au parti dominant. Voyez-vous bien que rien ne changera, que l'opposition n'aura que ses yeux pour pleurer d'avoir avalisé par le passé lors des négociations ce type de dispositif qui la pénalise. Lomé, qui est une métropole très dense, plutôt favorable à l'opposition, arrive difficilement à donner autant de députés que la Makara. Donc c'est simplement par le jeu du découpage électoral. On ne va pas réinventer la roue. Donc elle est déjà là. Ah ben oui, et la machine fonctionne bien et on se renforce de quelques expertises internationales. Des gens comme l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair se sont ajoutés, peut-être laissant croire qu'ils sont venus apporter un vernis britannique à tout ça. Même si c'est que... Mais malheureusement, le vernis togolais est plus résistant. Dieu, il a vite fait craquer tout ça. Et c'est même une constitution qui est invisible. En matière de gouvernance, s'il n'y a pas un minimum d'information, de prévisibilité et de primauté de la règle de droit, on est dans tout sauf voilà, de la bonne gouvernance et encore moins de la démocratie. Puisqu'on voit que les dés sont pipés. Alors, lorsque je me retourne vers vous, en tant que... Et que par ailleurs, la toute-puissance de l'armée n'a pas été du tout remise en cause. Lorsqu'on scrute un peu la géopolitique togolaise et sous-régionale également, qu'est-ce qui, selon vous, changera un peu dans la démocratie togolaise? À la faveur de cette 5e République, moi, je ne trouve pas quelque chose qui pourra fondamentalement changer, seulement que
l'idée ici, vous savez, le pouvoir en place a fait preuve d'ingénierie pour pouvoir mettre en place toute cette machine. On espère que ce soit l'opposition ou les autres partis puissent vraiment faire usage de l'ingénierie pour pouvoir contourner le système mis en place. Ce n'est pas gagné d'avance et ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Ça, c'est sûr, parce que le système a été bien préparé, bien huilé, avec plein de garanties. Et donc, le jeu, ce qui va changer fondamentalement, c'est le jeu du pouvoir à l'intérieur à l'intérieur du pays lui-même et au sein des partis d'opposition. C'est les partis d'opposition, à travers leur ingénierie, leur capacité à pouvoir mobiliser vraiment la population pour avoir le nombre nécessaire de voix qu'il faut pour commencer à contrebalancer le pouvoir en place. Parce que là, nous voyons que le Parti uni est pleinement installé avec tout ce qu'il faut. Et donc, aujourd'hui, la manière de faire la politique de l'opposition, sans oublier le fait que l'opposition a manqué d'aller aux élections législatives à un moment donné, à boycotter, et tout ça a joué dans l'installation de ce système. Donc, l'ingénierie togolaise, notamment de l'opposition, serait sollicitée dans la planification d'une stratégie visant à concurrencer ou à rendre la tâche beaucoup plus difficile au système mis en place. Et ceci va se faire dans un jeu d'équilibre qui va donner une certaine vitalité à la démocratie togolaise. C'est quelque chose de difficile à faire en pratique, mais en théorie, c'est toujours possible. Oui. Alors, il a parlé d'opposition, justement, l'opposition et la société civile. Pour l'opposition et la société civile, il s'agit plutôt d'une revanche, parce qu'avec l'ancienne constitution, Faure n'avait plus cette possibilité-là de se représenter pour 5 ans. Ben, c'est bien ça le hic de l'affaire. Faure se succède à lui-même malgré tout. Non, il vous dira qu'il n'est plus président. Il est président du Conseil des ministres. Il continue de détenir l'effectivité du pouvoir exécutif. Rien n'a été, il n'a renoncé à rien du tout de ce côté. Le nouveau président de la République est chargé d'inaugurer la chrysanthème et il ne pourra même pas choisir le président du Conseil. Tout va partir du parti majoritaire, de l'UNIR, du parti outrageusement majoritaire. En temps, M. Faure Gnassingbé a tenté d'amadouer certains leaders de l'opposition. Il était même question de faire de Mme Adjamabo, ancienne candidate à la présidentielle, la nouvelle présidente de la République. Bon, c'était aussi trop gros et Dieu merci, pour elle et pour ses militants, elle n'a pas mordu à ce hameçon-là. Bon, donc ça ne trompe personne. L'opposition est relativement exsangue. Certains continuent de s'y battre, comme M. Olympio et quelques autres. Mais il faudra beaucoup pour convaincre les citoyens, les électeurs togolais des sacrifices supplémentaires à faire, du sursaut qu'il faut faire pour renverser la donne, parce que la machine est bien installée. Deuxièmement, au niveau de l'étranger, au niveau de la communication internationale, le système est aussi bien rodé, est soutenu par des gens comme Alain Foka et Mansa, enfin, j'en passe, en cas partout, y compris avec le ministre des Affaires étrangères, Robert Ducé. On a soigné les apparences. Et les chancelleries étrangères qui auraient pu avoir un regard un peu plus exigeant par rapport à la situation togolaise, on détourne pudiquement le regard, parce qu'on parle de plus en plus de la priorité à la stabilité. Et voilà. Et M. Gnassingbé même se taille une stature de médiateur africain, récemment nommé par l'Union africaine pour se pencher sur la crise en RDC. Alors, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps de changer la donne, à moins de contradictions exacerbées et nouvelles au sein de l'UNIR, au sein de la majorité au pouvoir. Moi, je vois plutôt les choses bouger à partir de là. Il y aura probablement de la répression encore. Les jours à venir, c'est ça? Oui, ça ne pourra pas se passer. Les jours ou les mois à venir? Il y aura en partie l'habileté de M. Faure à contenter les uns et les autres,
Mais voyez-vous, son ancienne ministre de la Défense qui a rué dans les brancards en dénonçant un certain nombre de choses avec une certaine consistance parce qu'elle touchait à des éléments clés de la politique économique, de la gestion économique du pays. Il en faudra un peu plus comme ça pour révéler le fond des choses et peut-être créer finalement la fissure qui permet de casser l'homogénéité de l'Union. Mais pour l'instant, je crois que M. Faure, Yacine est parti pour un nouveau tour. Il est parti pour un nouveau tour. Alors, à moi de vous demander, hein, c'est le Togo qui est fort avec fort ou bien c'est fort qui est véritablement fort? Il faut dire que c'est le Togo qui est fort avec fort, surtout quand on observe la dynamique. Puisque là, vous allez constater quelque chose, c'est qu'il n'y a pas vraiment de contestation au Togo. Hein. On observe, on voit les choses se faire. On est tenté même de croire que bon, les populations ne prennent pas. En tout cas, il n'y a pas de manifestation apparente à l'encontre de ce système qui se met en place. Bien au contraire, il y a des soutiens que nous avons observés. Le véritable soutien? Oui, il y a des soutiens en tout cas. De ce soutien. Ça, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il y a eu des soutiens apparents, des gens qui se sont réjouis du fait que l'on est passé à quelque chose de nouveau, même si dans le fond... Vous parlez des pancartes qu'on a vues dans les rues de Lomé ce samedi, là? Oui, ça fait partie également de cela, parce que vous savez, la question du peuple est toujours quelque chose à débattre. C'est ceux qui, jusqu'à preuve de contraire, c'est ceux qui arrivent à suffisamment s'exprimer, à se faire entendre. Et donc, si on arrive à observer que ce sont ces personnes-là qui apportent le soutien au régime, alors on est tenté de croire qu'il n'y a pas de contestation à l'intérieur. Et donc, le jeu a été très bien préparé, surtout seulement au niveau du parti, non seulement au niveau du parti, mais également au niveau du peuple qui a été préparé pour cette éventualité. Et donc, s'il doit y avoir quelque chose, comme M. Joël l'a dit, c'est surtout la capacité à maintenir l'union au sein du parti uni. Si cela arrive à être maintenu pendant longtemps, mais le Togo est parti pour de très bonnes années, de très longues années avec ce régime. Maintenant, il faut espérer que les choses commencent à changer. Et au niveau de la scène internationale et régionale, c'est également là... on a trouvé de plus en plus l'ingénierie se manifester parce que le Togo s'est vraiment érigé, oui, pas seulement médiateur, mais en acteur de confiance dans l'espace ouest-africain, les pays de l'AES, le Ghana, même à l'international. Okay. On voit le Togo sur tous les fronts, donc on se dit, mais c'est quelque chose d'impressionnant qu'un État puisse s'organiser de la sorte. Vous voyez, en 2022, le Togo fait partie du Commonwealth, alors qu'on sait que c'est un regroupement qui demande beaucoup, qui exige beaucoup en termes de démocratie et de toutes les règles qui y vont avec. Mais le Togo, malgré tout ce qui s'est passé, a pu se retrouver dans cette enceinte. On retient, pour sortir de ce sujet, que c'est le Togo qui est fort avec fort. Non, c'est fort qui est fort avec le Togo. Alors, nous nous rendons du côté du Sahel. Utilisation des armes par les groupes djihadistes. D'où proviennent-elles? Dans un rapport publié il y a quelques jours par Le Car, entendez, un projet de l'Union européenne, il se pose là, ces chercheurs se sont posé la question que tout un chacun de nous se pose sur ce plateau cet après-midi. D'où proviennent les armes utilisées au Sahel, Joël? Je crois qu'il y a à peu près 5 ans, en tout cas pendant que la crise était exacerbée au Mali, avec la présence française et même celle des pays avec tout ce qui était opération Takuba, G5 Sahel et que sais-je encore, il était quand même établi qu'en 2012, la crise malienne n'a pu éclater qu'avec l'apport massif des armes sorties de la Libye de Kadhafi, suite à l'intervention de la communauté internationale. Ça n'aura échappé à personne. Le Niger, dans le même temps, a
désarmer ceux qui venaient de Libye et à confisquer les armes. Le Mali n'a pas su le faire et en a payé cash le prix parce qu'il y avait déjà un terrain favorable avec les séparatistes ou bien les indépendantistes de Djinn et autres, hein, les groupes terroristes. Du MNLA, de l'Azawad. Voilà. Alors, on peut soupçonner en partie les pays étrangers intervenants de jouer un double jeu. Il y a ce type de narratif également qui essaie de mettre la responsabilité sur les autres. Mais on peut de moins en moins soutenir qu'une partie de cet arsenal ne vienne pas des prises de guerre relatives, enfin, qui surviennent après les attaques des groupes armés. On l'a vu au Bénin récemment et on voit ces gens-là exhiber une partie de leur butin incontestablement, notamment pour le matériel roulant, c'est pas tombé du ciel. Et quand même, c'est des prises de guerre. Et dans leur mode d'action avant, ils attaquaient les postes de police isolés, les garnisons isolées. Il y avait plus de garnisons au Mali, donc le butin était plus conséquent. Au Bénin, pendant longtemps, c'était des petits postes de police isolés. Et au fur et à mesure que le conflit s'intensifie, il y a ça, mais l'Afrique de l'Ouest a toujours été également le théâtre de la circulation, de la prolifération des armes légères, à tout le moins, et des armes de guerre venant premièrement du conflit libérien. Le Burkina a été pendant longtemps la plaque tournante de la guerre ou de la guerre civile au Libéria, ensuite en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas s'étonner quand même que certaines armes subsistent, que des habitudes aient été prises, qu'éventuellement certains militaires en fonction, et là je vais jusqu'au Nigeria, voire au Tchad, au Cameroun, avec les problèmes de Boko Haram, il n'est pas exclu que certains militaires en fonction puissent être convaincus de complicité ou de trafic d'armes à leur disposition avec ces groupes armés. Alors, dans sa réponse, après avoir posé cette problématique, ils ont découvert que plusieurs pays, en majorité de l'Afrique de l'Ouest, sont quand même pointés du doigt par rapport à ces armes qu'on retrouve au niveau de ces groupes armés djihadistes. Alors, à moi de vous demander, l'analyste géopolitique que vous êtes, est-ce que la zone ouest-africaine serait devenue une poudrière à ciel ouvert? Non, pas une poudrière à ciel ouvert, mais il y a quand même ce trafic. Vous savez, le Sahel est le point de plusieurs trafics, dont le trafic d'armes. Et puis, ça fait partie des objectifs de la CEDEAO et même a fait l'objet de plusieurs mécanismes pour pouvoir contrôler le trafic qui a lieu dans cette zone du Sahel. Et plus les conflits s'intensifient, plus il y a des crises qui éclatent dans la région ouest-africaine et un peu partout en Afrique, plus il y a d'occasions de pouvoir augmenter ce trafic d'armes. Et donc, à partir de cela, on dirait clairement que ce qui est sûr, il y a une partie de l'armement des djihadistes, des terroristes qui viennent nécessairement des butins de guerre. Monsieur Joël a bien fait de le remarquer. Au Bénin récemment, on a vu tout ce qui a été emporté. Non seulement cela, la réalité de la géopolitique nous a montré qu'il ne faut pas exclure également les narratifs liant ou impliquant les puissances étrangères dans ce jeu. Ce n'est pas une première fois qu'une puissance étrangère apporte du soutien financier et matériel à des groupes dits terroristes. On l'a vu en Afghanistan, les États-Unis d'Amérique, on l'a vu en Syrie avec le Qatar et l'Arabie Saoudite, et ces exemples se multiplient même entre l'Inde et le Pakistan. Il y a ce soutien-là qui est toujours apporté quand on sent qu'il y a une difficulté à communiquer ou quand on a un contentieux sérieux avec les gouvernements en place. Et puis la situation en Afrique de l'Ouest maintenant n'est pas très réluisante quand il s'agit des relations entre les pays, en fait, entre les trois pays, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et
la France et bien d'autres puissances également, on ne peut pas exclure complètement la thèse qu'il y ait des soutiens à ces mouvements-là. C'est vrai qu'on ne va pas le mettre dans un rapport officiellement disant que telle puissance a apporté de l'aide, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas exclure. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il ne faut pas exclure, mais lorsque ces chercheurs affirment que la principale source d'approvisionnement de ces groupes proviennent uniquement des forces armées de nos différents États, est-ce une façon de dire que ces armées pourraient avoir des complicités, ces djihadistes pourraient avoir des complicités au sein même de nos armées? Oui, mais beaucoup peu, bien peu. En tout cas, c'est pourquoi j'ai fait un peu la connexion avec le Nigeria, où ça a été établi par les autorités nigérianes à certains moments que... Lorsque Boko Haram était... Oui, non seulement qu'ils recevaient des armements curieusement occidentaux, et puis, mais que des officiers nigérians étaient complices ou communiquaient certaines informations ou les positions de l'armée nigérienne aux djihadistes, mais aux gens de Boko Haram. Et donc ça a été établi par le Nigeria. Mais voyez-vous, vous parlez de chercheurs. Moi, je ne veux pas me prononcer sur leur indépendance, mais je tique quelque peu parce que c'est relativement concomitant. La publication de ce rapport coïncide un peu avec une initiative prise par le gouvernement français, par le président Macron, de remuscler la communication française à destination de l'Afrique. Et à défaut d'avoir la collusion, la coopération, la servilité des journalistes de France 24, RFI, qui se sont rebiffés par rapport à cette volonté de les instrumentaliser pour fabriquer une communication au nom camouflée sous les habits d'une information objective ou venant de sources crédibles. Et en réalité, on voit également là, comme RT ou comme les Russes le font, comme les Américains l'ont fait, Monsieur Trump est en train de démanteler même une partie de Voice of America qui était dédiée à la propagande. Et la France, c'est le moment que la France choisit maintenant pour développer des médias destinés à intoxiquer ou à reconstruire une position française pour en convaincre beaucoup mieux les jeunes Africains qui semblent de plus en plus hostiles ou en tout cas distants avec la France. Donc je prends ce rapport avec des pincettes, mais je ne nie pas que nombre d'attaques en Afrique de l'Ouest des djihadistes ont visé des garnisons pour s'équiper et que dans les combats perdus, ça veut dire que c'est du butin qui est transféré ou qui est récupéré par l'adversaire. Nos armées, les armées officielles, en principe, si elles étaient bien entraînées ou si les militaires déroulaient la procédure jusqu'au bout, même quand ces armes doivent tomber dans les mains de l'ennemi, il y a des moyens de les désactiver. Est-ce que cette procédure est respectée, est mise en œuvre par nos militaires qui sont pris à partie, qui sont pris sous le feu des djihadistes? Je ne saurais le dire parce que une bonne partie du bulletin ainsi montré n'est pas forcément opérationnel, n'est pas forcément actif, mais prenons ça quand même comme une information inquiétante de prolifération des armes, de pertes quand même importantes pour nos pays. Les armes coûtent cher et c'est souvent au détriment des investissements sociaux et économiques que cela se fait. S'il faut les perdre encore comme ça veut dire une double perte pour nos pays. Oui, mais lorsque je vous écoute tous les deux, c'est vrai, même si les Occidentaux ont quand même une certaine part d'action dans la livraison d'armes au niveau de ces groupes djihadistes, mais convenez quand même avec moi que la majeure partie de leur marché est fait localement. Parce que vous l'avez dit, c'est des armes qui sont venues de Libye, qui ont été interceptées, c'est des armes qui disparaissent au niveau de nos garnisons, mais qu'on le veut ou non, quand même, c'est un marché, ils se fournissent localement, même s'ils ont un appui qui vient de l'extérieur. Oui, je ne confirme pas l'appui qui vient de l'extérieur, particulièrement pour la situation dans l'Afrique de l'Ouest, mais ce sont des choses qu'il ne faut pas exclure. Oui, c'est clair que localement, c'est
ces terroristes arrivent à s'organiser et à pouvoir récupérer vraiment de l'armement. Et là, la question qui se pose, c'est de savoir quelle est la doctrine mise en place pour effectivement éviter que les armes tombent en de mauvaises mains. Je ne sais pas si nous avons une stratégie. Est-ce qu'il y a une doctrine? Est-ce qu'il y a une doctrine non, appropriée? Juste Quand ça arrive, hein? Oui, il y a quand même des mesures, des dispositions qui sont prises pour assurer, quand on voit qu'on est en train de perdre un combat face à l'ennemi, il y a des dispositions qui sont prises malgré tout, des personnes pour assurer la destruction de l'armement. Je ne sais pas si... Pour que ça ne tombe voilà, pas dans pour les que ça mains ne tombe pas de serve voilà, de justement. Parce que là, comme M. Ataï venait de le dire, vous perdez doublement, je dirais même triplement. Vous achetez très cher, vous n'avez pas encore fini de payer. On vous attaque, vous perdez là. On prend le butin, on revient vous attaquer avec tout cet armement-là. Et donc, je pense que la question doit être prise très au sérieux par les autorités ouest-africaines, même les autorités africaines, pour pouvoir trouver une solution pour qu'en cas de conflit de ce genre, on puisse s'assurer de la capacité à pouvoir détruire l'armement qui pourrait constituer le butin de guerre de ces terroristes. Bien sûr, en mettant en place des mécanismes pour éviter que cela arrive très souvent. Il y a également l'autre élément qui nous amène à nous poser des questions sur le fait que ces groupes ne sont peut-être pas soutenus par des personnes venues par des puissances étrangères. C'est que dans le discours, dans le narratif, on se dit que ces terroristes-là sont parfois mieux armés que nos soldats. Et parfois, puisque nos soldats également, je veux dire, les soldats ouest-africains ont des Nous avons vu au Mali, voilà, au Mali justement. Donc, à des moments, certains militaires se sont plaints que les groupes djihadistes étaient mieux armés que... Voilà, non seulement ça, il y a eu des prises également. Ces États aussi ont fait des prises. Et puis quand on voit la qualité de l'armement et de tout le dispositif, on se dit, mais nous n'avons pas ces armements-là chez nous, en Afrique. Mais d'où est-ce que cela part pour atterrir dans les mains de terroristes? Ce qui rend de plus en plus plausible la théorie que des puissances étrangères puissent financer cela. Vous savez, parfois, ce n'est pas fait très directement. Il y a en dessous des États des personnes qui sont haut placées, mais qui voilà, qui nourrissent ce réseau. C'est une grande filière. Voilà, c'est une grande filière. Donc, parfois, des États même ne sont pas au courant de ce qui se fait comme ça au plus haut niveau, mais ce sont des choses qui arrivent très souvent. Pendant je ne sais pas si c'est pour s'acheter éventuellement une bonne conscience. L'Union européenne, il lui arrive de temps à autre de faire des dotations d'armes à des pays comme le Ghana, le Bénin, qui sont désormais en proie au terrorisme. Et on précise que ce sont des matériels saisis dans le cadre des trafics internationaux. Alors, bon, voilà, c'est toute une nébuleuse. De toutes les façons, là, nous allons parler de la liberté de la presse dans le monde. Regard sur la situation des journalistes. La Journée mondiale de la liberté de la presse a été instaurée en 1993 par les Nations Unies pour le maintien de la vie démocratique des pays. Alors, Joël, 32 ans après, où en sommes-nous? 32 ans après, vous êtes mieux placé que moi. Ce n'est pas un métier qui s'exerce sans risque. De répression, de violence parfois, et même sans risque pour la vie de quelques-uns de vos confrères. Hein. Et donc, il faut souhaiter que les prochains anniversaires nous donnent à célébrer la diminution drastique de ces menaces-là à la vie des journalistes, parce que c'est des gens qui essaient d'exercer une profession qui n'est pas comme les autres, hélas. La volonté d'informer à partir d'un bien comme la liberté ne va pas de soi. Et parfois, pour survivre en Afrique, beaucoup
en viennent à développer des réflexes d'autocensure, à ruser ou bien à faire juste du compte-rendu. Alors que le journalisme appelle quelqu'un qui mène des investigations. Beaucoup d'autres genres, et notamment l'investigation est vraiment ce qui permet d'informer, de creuser, d'aller au fond des choses. Mais ce n'est pas toujours la volonté qui manque, ce n'est pas toujours la formation qui manque. Les moyens ne suivent pas toujours et on n'investit pas suffisamment. L'économie des médias reste problématique. Malgré toute leur bonne volonté, on voit très peu d'États soucieux de développer une économie des médias, de faire en sorte que, à partir de là, oui, on puisse mieux tenir les acteurs des médias responsables de ce qu'ils font. Mais des gens qui sont mal formés, à commencer même par le niveau de langue, il ne faut pas attendre grand-chose d'eux. Et le politique détourne pudiquement son regard quand on pose ces questions, alors qu'il est souvent l'interlocuteur, le bénéficiaire de la plupart des dérives notées par les médias. Et donc, il faudrait que nos sociétés apprennent à jeter un regard bienveillant, quoique exigeant, sur le monde des médias. Il y a des espaces encore à conquérir, à préserver, à sauvegarder pour que la liberté de pensée et de presse ait du sens. Tout le reste est assez folklorique quand on se réfère au nombre de titres et de médias. Ce n'est pas la quantité qui fait la qualité. Je n'apprends rien à personne de ce côté. Alors justement, quand on parle un peu de regard, aussi bien en Afrique que dans le monde, nous avons des journalistes qui continuent d'être tués, d'autres qui coupissent dans les prisons. Alors, je vous pose la question de savoir, vous qui êtes quand même analyste géopolitique, est-ce que les journalistes sont encore libres d'exercer? Ça, c'est une grande question. Je pense que ce devait faire l'objet de réflexion en cette journée-là de célébration de la liberté de la presse. Il faut dire que depuis quelques années, 5 années en arrière, quand nous observons l'évolution de la situation, on célèbre chaque fois la liberté de la presse, mais la situation va de mal en pire. Et c'est à cette réalité que l'on est confronté, pas seulement en Afrique, même en Europe et en Asie. J'ai vu un tableau, j'ai vu une carte du monde de, je pense, Reporters sans frontières, et puis il y avait du rouge partout. Et je me disais, mais comment est-ce qu'on est arrivé là? Donc la situation est assez criarde quand il s'agit de la liberté de la presse, du professionnalisme de la presse qui ne doit pas se retrouver confronté à un certain nombre de situations, comme vous l'avez évoqué, les assassinats, les emprisonnements et tout ce qui va avec. Je dirais que tout ceci n'est pas surprenant vu la manière dont le monde évolue désormais. Les crises éclatent partout, il y a des informations qu'on veut protéger à tout prix par des gouvernements. On met tout. La question de la sécurité est devenue tellement prioritaire que certains régimes s'en servent pour, entre griffes, mutiler les journalistes. Et puis, tant que cette situation chrysogène qui se retrouve au niveau mondial ne commence pas à changer, je pense que la situation va demeurer la même au niveau. Seulement qu'il y a ce besoin d'information, il y a ce travail formidable que les journalistes accomplissent. Et ce qui est intéressant, ce qui donne de l'espoir, c'est que ça ne cesse pas. Il y a toujours ces gens de personnes qui arrivent à oser, qui continuent à braver les difficultés, à pouvoir aller au-delà de ce qui doit se faire normalement. C'est à saluer. Alors, c'est à saluer, mais l'avènement de la démocratie sous nos tropiques était quand même un espoir pour les voix critiques que sont les journalistes. Mais aujourd'hui, elles sont nombreuses, ces personnes qui crient non seulement à l'affaissement de la liberté de la presse, mais également à l'enfoncement de la démocratie jouelle. Vous qui êtes expert en gouvernance, quelle est la lecture que vous en faites? Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, je le partage largement en disant que
on a dû déchanter très rapidement après la libéralisation des médias, des ondes. On a eu un peu tout ce qu'on pouvait, tout ce dont on pouvait rêver. Et aujourd'hui même, les citoyens, les détenteurs de smartphones et ceux qui ont accès à la connexion Internet se croient même capables de faire du journalisme avec le partage des contenus. Mais c'est là que la technologie et le numérique viennent siffler quelque peu la fin de la récréation, arrive comme une aubaine pour les pouvoirs publics qui se demandaient bien comment cadenasser, comment reprendre le contrôle. Il y a très peu de pouvoirs qui soient ouverts à une liberté totale des médias. Même dans ce qu'on appelle la plus grande démocratie du monde, on a encore vu récemment Trump, très récemment Trump s'en prendre et continuer d'en vouloir aux journalistes. Donc les médias sont les parias des pouvoirs, mais les médias sont indispensables à la vitalité de la démocratie. Pour ce pouvoir également. Oui, mais pour la vitalité de la démocratie, on a besoin de médias forts, de médias indépendants, mieux assis économiquement, mieux structurés et connaissant mieux la loi, pouvant même influer sur son contenu. Et souvent, ce sont ça les faiblesses des médias en Afrique. Les professionnels n'ont pas su développer ce rapport de force ou bien développer les alliances nécessaires dans la société pour qu'elles viennent dans ces différentes composantes au secours des médias. Parfois, les professionnels des médias même en sont venus à oublier qu'ils utilisaient une denrée fondamentale, la liberté, et s'alliaient un peu spontanément au pouvoir politique ou économique. Et ce faisant, ils contribuaient à la destruction de ce bien commun, de la liberté, à l'affaissement de la démocratie. Donc, nombre de professionnels se sont rendus coupables de la situation actuelle. Mais il ne faut pas désespérer. Je crois que malgré tout, il y a beaucoup de réflexions, beaucoup d'organisations des médias qui continuent de se préoccuper de la situation, de développer les coalitions qu'il faut pour faire entendre cette cause autant aux citoyens qu'aux décideurs économiques et politiques. Alors dites-moi un peu, Martial, pourquoi la liberté de la presse est souvent plus remise en cause en Afrique, alors que sur d'autres cieux, si on prend par exemple le continent asiatique, la liberté de la presse est même est pire, mais c'est toujours l'Afrique qui reçoit ce doigt accusateur de la communauté internationale. Oui, il faut savoir que il faut observer le régime en place ou les régimes en place en Asie. Quand vous voyez la carte dont je parlais tout à l'heure, mais l'Asie c'est tout en rouge carrément. Vous verrez la Chine, les pays du Golfe, les monarchies du Golfe et tout ce qui va avec. Ils sont bien conscients, ces médias-là qui indexent l'Afrique très souvent, ils sont bien conscients que là, nous avons des contrats en jeu et puis nous n'avons pas à nous prononcer sur ce qui se fait. Donc vous voulez dire que même quand on parle de la liberté de la presse, l'Afrique également est une vache à lait, c'est ça? Non, pas exactement puisque cela. Puisque si en Asie, ces structures n'ont pas aussi de contrats. Non, non, c'est pas seulement les contrats. Les contrats, c'est une partie de la chose, mais c'est que ces régimes sont fondés. En fait, quand vous voyez leurs structures, ce ne sont pas des régimes de base qui sont censés accorder une certaine liberté à la presse. Et ça, les puissances occidentales l'ont compris. N'allez pas demander à l'Arabie Saoudite, au Qatar et tous ces pays, en Chine, de parler de liberté de presse. Non, tout est contrôlé, tout est sous contrôle. Donc, on ne peut pas à chaque fois les relancer, les menacer, à chaque fois quand il s'agit de liberté de presse. Mais en Afrique, c'est que nous crions tout le temps la démocratie, les principes démocratiques, tout ce qui va avec.
Donc, on est beaucoup plus, je dirais, vulnérable, on est beaucoup plus enclin à ces discours à l'endroit de l'Afrique. Et tout ça, je dirais que il y a le journalisme d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans en arrière n'est plus la même chose. Nous avons vu l'explosion exceptionnelle, incroyable des différents médias et de tout le monde qui peut aujourd'hui devenir journaliste du jour au lendemain. Il suffit de créer son compte et puis voilà, on est lancé dedans. Et tout cela rend de plus en plus inquiétant les pouvoirs publics qui se rendent compte qu'il y a un jeu de manipulation qui se joue à travers ces médias. Bien sûr, ils n'étaient pas d'accord avec tout ce que les médias faisaient, mais c'est une aubaine désormais pour pouvoir prendre davantage contrôle de la situation. Alors, très rapidement, avant de finir, hein, Joël, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, est-ce que les journalistes sont toujours les voix des sans-voix? Est-ce que nous demeurons ces veilleurs de conscience? On n'a pas d'autre choix. Dans un système démocratique, les médias se doivent d'être la voix du plus grand nombre, se doivent d'éclairer. Malgré les brimades? Oui, malgré tout, quoi qu'il en coûte, des journalistes mieux formés seront moins vulnérables. Et ça, c'est une... J'observe qu'en Afrique, en général, c'est une vulnérabilité importante. Des entreprises de presse mieux assises, et non dépendantes de financement discrétionnaire, devraient pouvoir tenir la route dans nombre de pays anglophones africains. Pour ne prendre que ceux-là, quand même, on voit des entreprises de presse assez bien structurées continuer à donner sens à leur travail qui est passionnant, mais qui doit reposer avant tout sur la déontologie, sur l'idée que informer, c'est travailler pour la communauté en servant des informations utiles. Le sensationnel fait vendre, mais ça vous fait aussi traîner devant les tribunaux où les juges sont sans pitié. En tout cas, s'adossent à des lois assez répressives. Donc le reste de la société doit faire attention au contenu, des règles qui frappent les journalistes et se battre pour que les peines privatives de liberté, pour les délits de presse, franchement, soient supprimés. Mais le journaliste ne peut pas être... n'a pas sa place en prison. Non, 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 non. S'il est auteur, s'il est complice de crimes, d'appel à la haine ethnique et autres, il doit pouvoir être puni comme tout un chacun, s'agissant des crimes. Voilà. Voilà, c'est avec cette note que nous mettons un terme à notre émission Le Monde en 52 minutes de ce premier lundi du mois de mai. Nous sommes allés au Togo, nous avons parlé du président Faure Gnassingbé qui est désormais le président du Conseil des ministres. Grâce à la nouvelle constitution, le Togo est désormais ancré dans la 5e République. Au Sahel, l'utilisation des armes par les groupes djihadistes, d'où proviennent-elles? Vous avez suivi l'analyse et le décryptage de mes invités de cet après-midi, la liberté de la presse. Le regard sur la situation des journalistes a été occulté. Merci à vous, Martial Akouté. Merci à vous aussi. Merci à vous, Joël Ataï-Guédegbe. Retrouvons-nous le lundi prochain pour décrypter d'autres actualités internationales. Ça se passe tous les lundis après-midi sur ESAE Télévision, la meilleure des web TV.